dans les 30 minutes que nous avons, je vais beaucoup vous parler des applications de la seconde révolution quantique, étant entendu que cette seconde révolution quantique, c'est d'abord une révolution conceptuelle. Donc, je vais commencer rapidement par rappeler, et j'espère que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, ça va être extrêmement superficiel. Mais c'est la règle du jeu dans un exposé qui ne dure que 30 minutes. Et comme on entend constamment dans la presse parler de technologie quantique, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode, avec des annonces sérieuses et d'autres qui le sont moins, eh bien, j'essaierai de faire le point avec vous sur ce qu'on appelle les technologies quantiques. Et puis, parce que ça me tient à cœur et que je pense que le grand public a le droit aussi de s'interroger sur la façon dont ces impôts sont utilisés, je dirai un mot de ce que je pense être une bonne façon de financer cette recherche sur les technologies quantiques. Commençons donc par les concepts. Ça va être très rapide et très superficiel. Si l'on se fie aux déclarations d'un des plus grands physiciens du XXe siècle, Richard Feynman, en fait, il a parlé du grand mystère quantique en 1963, et à l'époque, il disait qu'il y a un seul grand mystère, c'est la dualité onde-particule. Mais 20 ans plus tard, il a écrit un article qui est considéré aujourd'hui comme l'article fondateur de l'ordinateur quantique et des calculs quantiques, dans lequel il dit « Eh bien, je m'étais trompé, il y a un autre très grand mystère, et cet autre très grand mystère, c'est l'intrication. » Entanglement, c'est le mot anglais pour intrication. Alors en deux mots, parce que je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, la dualité onde-corpuscule, onde-particule, c'est le fait qu'une particule, par exemple un électron, se comporte aussi dans certaines circonstances comme une onde, et réciproquement, la lumière, dont on sait que c'est une onde, se comporte parfois comme une particule lorsqu'on a des effets associés, par exemple, au photon unique. Ce qui est facile à comprendre là-dedans, c'est qu'est-ce qu'une particule? Une particule, la notion d'une particule qui se déplace dans notre espace ordinaire, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'une onde? Si on a un petit peu fait des études de physique, on comprend ce que c'est une onde acoustique, une onde lumineuse, etc. Donc il n'y a aucun mystère à parler d'une particule, aucun mystère à parler d'une onde. Par contre, le fait que le même objet puisse à la fois avoir un comportement de particule, c'est-à-dire quelque chose qui est quasi ponctuel, et d'onde qui est quelque chose qui est étendu dans tout l'espace, ça, c'est ça qui est mystérieux, et c'est ça dont Feynman nous disait en 1963, tout le mystère de la physique quantique est là-dedans. L'intrication, c'est beaucoup plus compliqué parce que il n'existe pas une description mathématique correspondant à des concepts habituels dans notre espace. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez deux ou plus, mais deux particules intriquées, vous ne savez décrire l'évolution de ces particules que dans un espace mathématique abstrait. Une onde, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait la décrire dans notre espace. Une particule, on sait la décrire. Deux particules intriquées, c'est forcément dans un espace mathématique abstrait. Et dès l'instant où on essaie de se représenter ce qui se passe dans notre espace réel, celui dans lequel on vit, celui dans lequel on fait des expériences, alors on se heurte à des choses bizarres. C'est ce qui fait de l'intrication un mystère encore, je pense, beaucoup plus grand que celui de la dualité onde-particule. Alors, encore quelques mots. La dualité onde-particule, on peut l'associer à la première révolution quantique, et il faut voir que les succès ont été absolument extraordinaires. Ça a d'abord permis de comprendre la structure de la matière, ses propriétés, ses interactions avec la lumière. Il y a un exemple que j'aime bien rappeler dans mes conférences, parce que les gens ne réalisent souvent pas. À la fin du XIXe siècle, la physique classique était très développée. On connaissait beaucoup de choses. Et pourtant, on ne pouvait pas comprendre la stabilité de la matière. Je m'explique. À la fin du XIXe siècle, on savait que la matière est formée de façon ultime de charges positives et négatives. Et on savait que les charges positives et négatives s'attirent, dont la matière aurait dû s'effondrer sur elle-même.
Pourquoi elle ne s'effondre pas? Eh bien, tant qu'on n'a pas développé la physique quantique, on ne pouvait pas comprendre pourquoi la matière ne s'effondrait pas avec les charges négatives et positives qui s'attirent. Donc, grand succès, on comprend la structure de la matière, on comprend la façon dont la lumière est émise ou absorbée, et puis on va comprendre ce que j'appelle des propriétés exotiques, c'est-à-dire la supraconductivité, la superfluidité, les condensats de Bose-Einstein, des tas de choses bizarres que l'on sait décrire dans ce contexte. Et puis, extrêmement important, c'est la compréhension profonde de la façon dont le courant électrique est conduit dans la matière, qui va conduire les plus grands physiciens de l'époque à développer le transistor, les circuits intégrés, et puis également développer le laser. J'insiste, ces inventions qui ont bouleversé notre vie, puisqu'on est bien d'accord, la société de la communication et de l'information dépend entièrement des transistors et de leur version moderne, les circuits intégrés, et du laser. Sans laser et sans transistor et sans circuits intégrés, vous n'avez pas de société de l'information et de la communication. Eh bien, ces inventions, ce n'est pas un bricoleur dans son garage en Californie ou ailleurs qui l'a inventé. Ce sont les plus grands physiciens de l'époque, ceux qui ont eu des prix Nobel par leur compréhension quantique profonde de la façon dont la matière dont le courant électrique est conduit. Donc, cette première évolution quantique a été d'abord conceptuelle, puis elle a permis à la compréhension profonde du monde physique, et enfin, elle a conduit à des inventions qui ont bouleversé la société. La deuxième révolution quantique, elle est basée sur l'intrication, qui est une propriété qui avait été imaginée ou découverte, on va dire plus exactement, découverte dans le formalisme quantique par Einstein en 1935. Et il a fallu attendre quelques décennies pour mettre en évidence le fait que l'intrication est aussi surprenante que Einstein le pensait, à savoir que lorsqu'on a deux particules intriquées, par exemple, ici c'est une expérience sur laquelle j'ai travaillé il y a longtemps, vous avez deux photons qui sont éloignés l'un de l'autre, mais ça peut être deux électrons, deux ions, tout ce que vous voulez. Même loin l'une de l'autre, ces deux particules continuent à se comporter comme un objet unique qui est décrit dans ce fameux espace mathématique abstrait que j'ai mentionné au début. Et eh bien, les choses sont écrites ici, pour ceux qui savent lire cette équation, sinon ce n'est pas grave. Et le problème qu'on a, ou la chose extraordinaire qu'on a, c'est que lorsque on essaye, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de revenir dans notre espace réel, pour décrire les choses, parce qu'à la fin, le laboratoire, c'est l'espace réel. On dit oui, mais alors si je fais une mesure ici et une mesure là, il se passe quoi? Eh bien, vous êtes amené à parler de non-localité quantique, c'est-à-dire le fait que je fais quelque chose ici et ça a l'air de modifier instantanément là-bas. Et puis, il y a une autre propriété qui joue un rôle essentiel dans le domaine de l'information quantique, c'est le fait que l'espace mathématique qui me permet de décrire mes particules croît exponentiellement avec le nombre de particules. Alors exponentiellement, aujourd'hui, les journalistes utilisent à tout va le mot exponentiel, c'est juste pour dire que ça va vite. Mais exponentiel, ça va encore plus vite que vous n'arrivez à l'imaginer, ça va encore plus vite que nous, scientifiques, n'arrivons à l'imaginer. On est toujours surpris de la vitesse à laquelle croît quelque chose qui est exponentiel. Ici, par exemple, l'espace qui me décrit les particules a une taille qui croît exponentiellement avec le nombre de particules. Alors, si ces particules sont décrites dans un système à deux dimensions, à deux états, c'est ce qu'on appelle un bit quantique, dès que j'ai deux particules intriquées, c'est 2 au carré, c'est-à-dire c'est 4. 3 particules intriquées, c'est 2 au cube, 8, 4 particules intriquées, etc. Dès que j'en ai 10, c'est déjà 1000. Quand j'en ai 20, c'est 1 million. Et vous connaissez tous l'histoire de ce vizir qui a voulu faire plaisir à l'homme qui lui avait montré l'invention du jeu d'échecs. Et l'homme lui avait simplement demandé de mettre un grain de blé sur la première case du jeu d'échecs, 2 sur la deuxième, 3 sur la troisième, et sur la 64e case, eh bien, la quantité de blé défie l'imagination. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre qu'une croissance exponentielle, ça défie notre imagination à tous, à tel point que si vous essayez de décrire quelques dizaines de particules intriquées,
eh bien, rapidement, vous apercevez que vous avez dépassé largement la capacité des ordinateurs les plus puissants dont on dispose. Alors, la seconde révolution quantique, c'est l'intrication, mais c'est autre chose. C'est le fait qu'à partir des années 1970 et dans les décennies qui ont suivi, les expérimentateurs en physique sont devenus capables d'isoler, de contrôler, de mesurer, d'observer des objets quantiques individuels. Par exemple, ici, c'est une figure assez spectaculaire dans laquelle on a réussi à organiser des atomes sur une surface. Ici, c'est une expérience célèbre de Hans Dehmelt qui était capable de stocker un seul électron, de le garder pendant des mois et de l'observer. Ici, on est capable d'émettre des photons uniques. C'est une expérience qui a été faite dans les années 80 avec mon thésard Philippe Grangier. Ça, c'est le schéma des expériences de Serge Haroche, qui était ici hier, dans lequel on manipule des photons uniques, encore une fois, etc. Alors, vous avez les objets uniques naturels que je décris ici, dont atomes, ions, électrons, photons, etc. Et aujourd'hui, la course consiste à fabriquer des objets quantiques, individuels, artificiels, donc avec des circuits supraconducteurs, avec des défauts dans les cristaux. Comme ces défauts, on est capable de les générer à volonté, on peut considérer que c'est un objet artificiel. Ici, ce sont des impuretés dans le silicium. Donc, la maîtrise des objets quantiques individuels couplée à l'intrication, parce qu'en fait, on va prendre ces objets individuels et on va les intriquer, c'est ça, la deuxième révolution quantique. J'en ai assez dit. Je suis désolé pour ceux qui sont frustrés. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez chercher sur YouTube beaucoup des conférences que j'ai faites, soit sur la dualité onde particules sur un photon, soit sur l'intrication quantique. Vous les trouvez facilement sur YouTube. Et voilà, je ne dis pas que c'est aussi palpitant que les séries, mais c'est une petite série. Il n'y a que 2 révolutions quantiques, dont il n'y a que 2 saisons. Voilà. Passons aux technologies et commençons par le calcul quantique. Alors, le calcul quantique, ça repose sur ce dont je vous ai déjà parlé, à savoir le fait que si on est capable d'intriquer quelques dizaines de particules quantiques, on travaille dans un espace dont la dimension défie l'imagination. Ce qui veut dire que si on est capable de contrôler ces quelques dizaines de bits quantiques intriqués, eh bien, à partir du moment où on va faire une opération dessus, cette opération va porter sur un nombre phénoménal de composantes. D'où l'idée du parallélisme massif. Vous savez que les ordinateurs progressent en étant capables de mener des opérations en parallèle. Et là, c'est du parallélisme absolument massif, puisque dire qu'on est dans un espace de dimension n, c'est dire qu'on a n nombres et qui vont changer en même temps dans l'opération. Et donc, si le nombre n est gigantesque, eh bien, on a un parallélisme absolument gigantesque. Alors, il y a un petit problème, c'est que tous les algorithmes qu'on a été capable d'imaginer avec des bits quantiques intriqués, ils ne fonctionnent qu'avec des bits quantiques idéaux. Et bien sûr, dans la vraie vie, rien n'est idéal. Les bits quantiques, même les meilleurs qu'on sait faire, ne sont pas idéaux, ils ont des défauts. Alors, on peut essayer d'appliquer les recettes qui fonctionnent très bien en informatique classique, qui consistent à dire, eh bien, pour lutter contre les erreurs, contre les défauts, il faut utiliser de la redondance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul bit idéal, on va en avoir plusieurs non idéaux, et comme on va répéter l'information un grand nombre de fois, finalement, ça va marcher. Eh bien, oui, ça marche en principe, il y a juste un petit problème. Le petit problème, c'est qu'on s'aperçoit rapidement que même avec les meilleurs bits réels, non idéaux, dont nous disposons aujourd'hui, il faut au moins 1000, sinon 10 000 bits réels pour simuler, grâce à la redondance, un seul bit idéal. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir 100 bits idéaux, eh bien, il en faut au moins 1 million de bits réels. Sachant que le record du monde, c'est quelque chose de l'ordre de 20, 30 ou 40, vous voyez qu'on n'est pas arrivé.
Alors ça me fait dire, mais ça c'est un avis qui est purement personnel, qu'il y en a pour des décennies avant qu'on ait vraiment un ordinateur quantique universel basé sur, disons, une centaine de bits quantiques idéaux. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est une simple analogie. Il y a quelques décennies, on va dire il y a 40 ans, on parlait de détection des ondes gravitationnelles. Et j'avais fait partie d'une commission à l'époque qui avait décidé qu'il fallait effectivement construire les interféromètres qui ont permis finalement de les détecter il y a quelques années, comme vous le savez. Et le raisonnement que l'on faisait à l'époque consistait à dire, quand on regarde les possibilités, on s'aperçoit qu'aucune loi physique fondamentale n'interdit de réussir à détecter ces ondes gravitationnelles avec les interféromètres auxquels on pensait. Et donc, si aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, probablement on y arrivera un jour. Mais le saut technologique à accomplir semblait tellement extraordinaire par rapport aux techniques de l'époque qu'on se disait « oulala, quand est-ce que ça va exister ?» Vous voyez, 30 ans ou 40 ans après, on y est arrivé. Alors, par cette simple analogie, alors comparaison n'est pas raison, nous sommes d'accord, par cette simple analogie, je dis voilà, l'ordinateur quantique idéal, aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc peut-être qu'on l'aura un jour, mais les sauts technologiques à effectuer sont absolument gigantesques. Alors, bon, donc voilà la réponse à la question quand. Alors il y a des grandes discussions, en particulier chez les décideurs. Il faut choisir le meilleur support de bits quantiques. Est-ce qu'il faut prendre des ions, des impuretés dans le silicium, des circuits supraconducteurs, etc. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a certainement pas une bonne solution, et au cas où il y aurait une bonne solution, on ne sait pas laquelle. Donc il n'y a pas le choix, il faut mener en parallèle des recherches sur les diverses solutions possibles. En tout cas, il y a deux grandes catégories. Il y a les objets statiques qui ne bougent pas, et les photons. Les photons sont des bits quantiques remarquables, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'un photon, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, de toute façon, si vous voulez stocker l'information, il y a un moment où le photon doit interagir avec une autre forme de bit quantique pour transférer l'information quantique sur quelque chose que vous pouvez arrêter, une mémoire quantique. Donc, il y aura au moins les photons et autre chose, et le autre chose, bien malin qui sait dire, s'il y en a un qui va gagner parmi tous les candidats, moi, j'y crois pas. Je crois que suivant les utilisations, sera l'un ou l'autre. Enfin, un problème qui n'est pas souvent souligné, et qu'il faut connaître. Imaginez que demain, quelqu'un arrive et nous donne un ordinateur quantique universel. Ça y est, il a réussi, il vous le donne. Eh bien, honnêtement, on ne sait pas quoi en faire. Alors, j'exagère. On a quelques idées de la façon de l'utiliser. Mais je veux dire qu'à la différence de l'informatique classique, pour laquelle, si vous avez un problème bien posé, on sait le traduire sous forme d'un algorithme et faire le calcul correspondant. Cette démarche, il n'y a aucune démarche équivalente à ça dans le domaine de l'ordinateur quantique. C'est-à-dire, on a quelques exemples, on dit « Ah, si vous voulez factoriser les nombres, vous avez l'algorithme de Shor. » Donc on a trouvé un petit peu je ne dirais pas par chance, mais par coup de génie des chercheurs qui ont trouvé ça, on a trouvé quelques exemples, mais on n'a pas une méthode systématique pour dire voilà, j'ai un problème difficile, j'ai un ordinateur quantique, voilà comment il faut programmer l'ordinateur quantique pour résoudre ce problème difficile. Alors ça, je pense que c'est un des points clés dans la recherche actuelle. Il faut trouver des algorithmes quantiques universels. Alors, puisque l'ordinateur quantique universel, c'est un rêve dont on ne sait pas à quelle échelle il va aboutir, il y a heureusement une autre variante qui est celle des simulateurs quantiques, et cette variante, elle marche. Et je vais vous en dire deux mots. Alors d'abord, l'idée de la simulation quantique, en fait, c'est celle qui a été énoncée par Feynman dans son fameux papier de 1982, considéré comme le point de départ de l'ordinateur quantique. En fait, il parlait essentiellement de simulateurs quantiques. Quel était le raisonnement de Feynman? Feynman avait reconnu, je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'avait dit le premier, mais en tout cas, il l'a dit d'une façon particulièrement claire, que le problème de beaucoup de particules quantiques intriquées,
qui est un problème qui apparaît immédiatement quand vous voulez traiter des problèmes de matière condensée, hein, essentiellement beaucoup d'électrons en interaction les uns avec les autres, ou bien de chimie. En chimie, vous avez une molécule organique formée de 50, 100, 200, plus atomes, etc. Il avait reconnu, Feynman, le fait que l'espace quantique dans lequel vous devez décrire ces particules intriquées a une taille tellement gigantesque qu'il est hors de question d'arriver à programmer les calculs qui pourraient nous permettre de comprendre ces choses-là avec un ordinateur existant, quel qu'il soit. Et Feynman en avait conclu que la méthode la plus efficace pour arriver à traiter ces problèmes, c'était de transférer ce problème sur d'autres particules quantiques qui allaient être intriquées, mais qui seraient plus faciles à observer et à manipuler que les particules de départ. Je m'explique. Vous avez un morceau de matière avec des électrons, et vous voulez comprendre le fonctionnement de ces électrons à l'intérieur. D'abord, vous n'avez pas beaucoup de paramètres disponibles. Vous pouvez changer quelques paramètres, mais la gamme est limitée. Vous pouvez changer la température, vous pouvez changer la pression, vous pouvez appliquer un champ magnétique, mais la gamme est limitée. Et si vous voulez vraiment essayer de comprendre les comportements, il faudrait pouvoir changer beaucoup plus que ça les paramètres. De plus, bien qu'il y ait des tas de méthodes d'observation extrêmement astucieuses, ce n'est pas toujours facile d'aller voir comment se comportent les électrons au sein de la matière. Et donc Feynman disait, si vous arrivez à remplacer ça par d'autres particules faciles à observer et que vous mettez dans des situations analogues, c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à la question. Et ça, on sait le faire aujourd'hui, en particulier avec un domaine dans lequel j'ai travaillé ces dernières années, qui est le domaine des atomes ultra-froids. Le domaine des atomes ultra-froids, on sait les contrôler. Ultra-froid veut dire qu'on contrôle. Ils ne s'agitent pas d'une façon désordonnée. On sait les contrôler suffisamment pour pouvoir les placer dans des situations qui simulent des situations connues de matière condensée, enfin connues, des situations que l'on voudrait comprendre mieux en matière condensée. Alors un seul exemple qui me tient à cœur, parce qu'il a été fait dans mon laboratoire, c'est un phénomène mythique de la matière condensée qui s'appelle la localisation d'Anderson. Ça a été inventé par Phil Anderson il y a très longtemps et personne ne l'avait jamais observé directement. C'est-à-dire on avait des effets que l'on expliquait par la localisation d'Anderson. Eh bien, en plaçant des atomes... Alors, la localisation d'Anderson, c'est le fait que des électrons placés dans un milieu très désordonné, dans certaines circonstances, ne peuvent plus se propager. Le matériau devient isolant, les électrons ne peuvent plus se propager. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se propager, c'est à cause d'un phénomène quantique subtil, des tas d'interférences destructives qui bloquent le mouvement. Encore une fois, ça n'avait jamais été vu directement. Eh bien, nous avons été capables de placer des atomes ultra-froids dans des potentiels désordonnés et de faire une photo, littéralement, ceci est une photo de la fonction d'onde qui a des décroissances exponentielles des deux côtés et donc ça ne peut pas avancer. Ben, je peux vous dire que ça a beaucoup intéressé à voir le nombre de citations. Donc, cette idée que l'on peut remplacer un problème par un autre équivalent, ici ce sont des ions, bon là c'est des atomes ultra-froids, ça ce sont des atomes ultra-froids également, cette idée est très fructueuse. Et aujourd'hui par exemple, un de mes anciens thésards, Antoine Broès, est capable, il a construit un appareil dans lequel il est capable de manipuler individuellement 50 atomes, de les déplacer, de les amener au contact, de les éloigner, de les intriquer entre eux, etc. Et 50, il n'est pas loin de la limite où il dépasse toute possibilité de calcul pour un ordinateur classique. Et donc, vous voyez, il démontre ici, je ne sais pas si on voit bien la photo, mais il démontre ici qu'il peut faire n'importe quelle structure en 3 dimensions, y compris pour s'amuser. Il s'est amusé à simuler la tour Eiffel, juste pour montrer qu'il peut faire n'importe quelle répartition d'atomes. C'est assez spectaculaire. Évidemment, la tour Eiffel, ça ne sert à rien, mais ça illustre le fait que vous dites « je voudrais telle configuration », tac, il l'a fait. Et donc, avec ça, il y a espoir de traiter des problèmes de matière condensée difficiles. Donc, on a déjà ces simulateurs quantiques qui fonctionnent, qui permettent de traiter des problèmes de physiciens.
c'est-à-dire comprendre un certain nombre de phénomènes de matière condensée, c'est-à-dire du comportement de la matière. Mais vous allez me dire, bon, ce ne sont jamais que des problèmes de physiciens. Alors, c'est quand même intéressant, surtout pour les physiciens. Mais il y a beaucoup mieux que ça. On a découvert, il y a quelques années, qu'un certain nombre de problèmes qui ne sont pas des problèmes de physiciens, qui sont des problèmes de la vraie vie, des problèmes d'optimisation, essentiellement. Alors, il y en a un auquel vous devriez être particulièrement sensible, c'est l'optimisation de la grille de distribution du courant électrique. On a la production du courant, il y a les centrales nucléaires qui produisent de façon régulière, vous avez les barrages qui produisent de façon plus ou moins régulière, vous avez le photovoltaïque qui produit avec un cycle journalier, vous avez les éoliennes qui produisent essentiellement n'importe quoi et d'une façon très peu prévisible. Et il faut à chaque instant équilibrer le réseau électrique et en fonction de ces productions plus ou moins régulières et des consommations qui, elles aussi, sont plus ou moins régulières. Ce problème d'optimisation est un problème difficile. Un problème difficile, on retrouve l'exponentielle. Un problème difficile, c'est un problème pour lequel le temps de calcul croît exponentiellement, donc aussi fort que ce que je l'ai dit tout à l'heure, ça croît exponentiellement avec le nombre de systèmes à connecter entre eux. Donc, par exemple, le nombre de centrales de production, les consommateurs, etc. Eh bien, on démontre qu'un tel problème peut se représenter sur un simulateur quantique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une opération mathématique qui consiste à écrire un Hamiltonien associé à ce problème, et chercher l'état fondamental de cet Hamiltonien. Chercher un état fondamental d'un Hamiltonien, c'est comme chercher l'état fondamental d'une molécule organique ou des choses comme ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle... Et on peut le faire, le point essentiel, c'est qu'on peut le faire avec des bits quantiques non idéaux, c'est-à-dire avec ceux dont on dispose vraiment aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Noisy Intermediate Scale Quantum Simulator. Et il y a des gros espoirs là-dessus, il y a tellement d'espoirs là-dessus qu'il y a des startups qui se sont lancées. Il y en a 2 ou 3 aux États-Unis, mais il y en a une également en France, et plus particulièrement Antoine Brouès. Alors on peut aussi faire des simulateurs avec d'autres objets, des ions, mais encore une fois, on a le problème, c'est qu'il faut être capable de faire une algorithmique, et donc c'est assez remarquable de dire qu'il y a aujourd'hui des interactions entre les gens qui fabriquent les simulateurs et puis les gens dont le métier est de faire de l'informatique, soit des laboratoires informatiques du CNRS, soit la société Atos, dont on parle beaucoup en ce moment parce que son PDG apparemment va partir à Bruxelles comme grand commissaire. Voilà. Mais Atos est une société d'informatique extrêmement performante. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a toujours ces interactions qui sont nécessaires pour arriver à avancer. Donc, on a des applications spécifiques qui sont à portée de la main, si j'ose dire. Communication quantique. Alors, communication quantique, là, on est dans le domaine où ça marche déjà. Alors, communication quantique, eh bien, c'est essentiellement la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, c'est la possibilité d'envoyer, de recevoir des messages de telle sorte que un espion ne peut pas décoder le message. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la machine Enigma, etc. Donc, c'est un sujet essentiel. Comme le temps passe, je ne vais pas m'étendre beaucoup, je vais simplement vous dire que la différence entre la cryptographie classique et la cryptographie quantique, elle tient dans la chose suivante. En cryptographie classique, vous êtes, par exemple, RSA, pour les messages sur Internet, votre numéro de carte bancaire, etc. Elle repose sur l'hypothèse que votre adversaire, celui qui cherche à décoder, n'est pas considérablement plus avancé que vous, soit sur le plan mathématique, soit sur le plan technologique. Sur le plan mathématique, je veux dire, après tout, il pourrait y avoir quelqu'un qui a découvert un théorème qui permet de casser les codes beaucoup plus vite qu'on ne sait le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve que ce théorème n'existe pas. Sur le plan technologique, il suffit qu'il y ait des ordinateurs 100 fois plus puissants que les nôtres et ils cassent les codes. En cryptographie quantique, la sécurité est garantie par les lois mêmes de la physique quantique. C'est-à-dire,
Si un jour on découvre que la physique quantique ne marche pas, alors ça remettra en cause la sécurité. Mais tant que la physique quantique reste vérifiée, ce qui est le cas depuis un siècle, eh bien, la cryptographie quantique est sûre. Alors, donc on essaye de développer des réseaux quantiques. On a un problème de distance. Alors aujourd'hui, il est très difficile de dépasser quelques dizaines de kilomètres. Et il y a quand même quelque chose qui a été réalisé par les Chinois qui m'impressionne énormément. Ils font de la cryptographie quantique en émettant des photons depuis un satellite. Et là, ils arrivent à des milliers de kilomètres. Et pourquoi? Tout simplement parce que si vous émettez depuis un satellite, eh bien la plus grande partie du trajet se passe dans l'espace vide. Il n'y a pas d'absorption. Parce que ce qui limite à la fin, c'est l'absorption. Et donc, je trouve qu'il ne faut pas négliger du tout ce genre de choses. J'espère bien que l'Europe va lancer les satellites qui vont bien pour faire ça. Et puis pour terminer, la métrologie quantique, c'est le fait d'utiliser les propriétés quantiques pour faire des mesures de façon bien meilleure qu'on ne le savait le faire précédemment. On a déjà des systèmes qui marchent, par exemple des gravimètres. Ici, c'est encore une société créée par un de mes anciens thésards, Bruno Desruelles. Il laisse tomber des atomes ultra froids manipulés par laser et il arrive à mesurer la gravitation avec les mêmes propriétés qu'avec des machins qui pèsent plusieurs tonnes, avec des méthodes classiques. Il y a des senseurs à objets quantiques uniques avec des centres NV et toutes ces choses-là, ici encore, on a des applications à portée de la main. Il reste donc 2 mots pour dire que le financement de ces technologies quantiques, c'est un vrai sujet. Vous savez que l'Europe a lancé un programme dit flagship, navire amiral. J'ai encore 1 minute, je vois qu'il se lève, d'accord. L'Europe a lancé un programme dit flagship où on parle de milliards. Bon, ces milliards sont répartis entre beaucoup de gens, ça en fait pas énormément pour chacun à la fin, mais enfin c'est mieux que rien. On nous annonce que le gouvernement français va annoncer un programme sur les technologies quantiques, en tout cas aux États-Unis c'est le cas, en tout cas en Allemagne c'est le cas, au Royaume-Uni également. Et ce qui est important dans ce genre de recherche, c'est d'avoir un financement conjoint pour les chercheurs académiques qui poussent les idées et les laboratoires industriels qui, comme le montre l'expérience, sont ceux qui sont capables d'amener les objets à un niveau de fiabilité tel qu'on peut faire marcher des appareils presse au bouton. Vous n'avez pas besoin d'avoir une armée de docteurs en sciences pour faire marcher les appareils. Et toute l'expérience montre qu'il ne faut pas dire qu'il faut donner l'argent à l'un ou à l'autre. Il faut que ce soit des recherches conjointes entre l'industrie et la recherche fondamentale. Mais il faut aussi garder des crédits totalement ouverts pour ce qu'on appelle la recherche blue sky, c'est-à-dire la recherche pure, parce qu'il peut y avoir toujours des nouvelles idées, celles auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là. Et donc, voilà. Vous voyez ce qui est remarquable, l'Europe finance, des tas de compagnies se sont lancées là-dedans. Alors les compagnies américaines très riches qui ont trop d'argent, mais également la compagnie Atos qui a un programme quantique. Et donc, voilà, on espère que ça va marcher. Je vous remercie. On a droit à des questions? Bon. Merci Alain Aspect pour cette brillante démonstration de tous les champs applicatifs possibles de la physique quantique. On a le temps pour quelques questions. Si je vous invite à lever la main. Merci pour la présentation. Qu'est-ce que vous pensez sur l'annonce de semaine dernière sur l'ordinateur quantique? Alors, ça fait partie. Quelle est votre opinion? Ça fait partie de la bataille de la publicité entre les grandes compagnies. Je ne dirais pas que c'est de la poudre aux yeux, parce que la recherche qui est faite est une recherche intéressante, et le résultat qui est publié est un résultat intéressant. Mais que ce soit un résultat intéressant du point de vue scientifique, c'est une chose. Que ce soit la suprématie quantique démontrée, c'est autre chose. Il semble que ce qu'ils ont fait, c'est prendre un problème très particulier
qui n'a strictement aucun intérêt. Ce n'est pas le problème du voyageur de commerce, ce n'est pas le problème de l'optimisation de la grille électrique, c'est un problème qui n'a aucun intérêt. Donc on choisit un problème qui n'a aucun intérêt, mais qui est spécialement adapté à la machine dont ils disposent. Et ils disent « Ah, voyez, ce problème, j'arrive à le résoudre très très vite. » Bon. Moi, personnellement, j'accepterai, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas l'avoir, je suis même persuadé qu'on va l'avoir dans les années qui viennent. Mais personnellement, je n'accepterai de parler de suprématie quantique que lorsqu'on aura démontré que l'on peut traiter un problème utile, problème d'optimisation par exemple. À mon avis, c'est ça qu'on va faire en premier. Résoudre un problème d'optimisation. Qu'on va arriver à montrer qu'on peut le résoudre plus vite avec une machine quantique qu'avec le meilleur ordinateur classique qui existe, alors je dirais oui, ça y est, la suprématie quantique a été démontrée. Mais ce qu'on a fait là, Albert veut dire quelque chose. Albert Fert veut dire quelque chose sur le sujet. Alors, Albert Fert. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réplique d'IBM qui a dit qu'on pouvait faire ça assez vite avec un ordinateur classique, simplement en multipliant la mémoire, en prenant la mémoire du disque dur? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que je dis que je pense que la manip qui est présentée est intéressante, mais ça fait partie de l'évolution normale de la science. C'est-à-dire les spécialistes disent « Ah oui, c'est bien ce qu'ils ont fait ». Mais on n'est pas encore dans le... Je pense qu'Atos peut dire exactement la même chose. Tu sais qu'Atos a les ordinateurs les plus puissants qui existent en Europe. Et Atos, aujourd'hui, offre, vous pouvez l'acheter, alors c'est un peu cher, mais offre une machine qui est un ordinateur classique, qui est capable de simuler une bonne quarantaine, entre 35 et 40, je ne sais plus, ça change un peu tous les mois, mais enfin, plusieurs dizaines de bits quantiques, on peut les simuler avec une machine classique. Donc, il va falloir, on est tous à peu près convaincus qu'il faudra arriver à un problème qui a besoin de 70 ou 80 bits quantiques pour là être sûr qu'aucune machine classique ne pourra le faire. Merci, Albert. Je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, il faut dire tout ça, c'est le hype habituel des GAFA, et pas que les GAFA, malheureusement, de certains de nos collègues aussi. Il faut quand même le dire. Albert Fert, qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'après-midi. Une dernière question. Vous parlez beaucoup des avancées américaines. Est-ce que les Chinois n'avancent pas Est-ce que j'ai parlé que des avancées américaines? Non, j'avais pas l'impression. Non, dans la dernière partie, en réponse à la question. Et pour les Chinois, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous avez vu, j'ai cité par exemple, je suis persuadé que dans le domaine de la cryptographie quantique, c'est eux qui ont raison. C'est-à-dire que... ah oui, pour ceux qui ont déjà une éducation solide en physique, j'ai des MOOC, vous savez, Massive Open Online Course. Vous tapez Alain Aspect MOOC, et j'ai 2 MOOC sur la physique quantique et les applications, et je parle de ces choses-là. Alors, donc, les Chinois, par exemple, dans le domaine de la cryptographie quantique, je suis absolument convaincu que tant que nous n'avons pas de répéteur quantique, un répéteur quantique, c'est grosso modo, au bout de quelques dizaines de kilomètres, les choses sont atténuées. Alors, avec les réseaux de fibre optique actuels, vous réamplifiez. Mais quand c'est un signal quantique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on connaît les principes, mais on manque d'avancées technologiques. Tant que nous n'avons pas de répéteur quantique efficace, je pense que pour dépasser quelques dizaines de kilomètres, la seule solution, c'est celle des Chinois. On balance depuis un satellite, on n'est limité que par la courbure de la Terre, donc on balance depuis un satellite à plusieurs milliers de kilomètres, et là, on peut faire du quantique à plusieurs milliers de kilomètres. Donc voilà un exemple où les Chinois ont clairement pris le leadership. Et puis, je dois dire que ce laboratoire chinois, qui est celui de notre collègue Zhang Weipan, qui a été très bien formé en Europe et qui est rentré en Chine et qui, avec les milliards d'euros dont il dispose, parce que l'économie chinoise étant ce qu'elle est, il dispose de milliards d'euros, il a un programme formidable. Donc, de ce point de vue-là, ils ont rattrapé. Et merci Alain Aspect. On va clôturer cette première masterclass de l'après-midi. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Alain Prochian.